Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer la série de chapitres portant sur le management interculturel. Alors pourquoi le management interculturel? C'est quoi le lien entre le management et la culture? On va voir tout ça tout au long du semestre, des différents chapitres. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'il y a un lien très très fort entre les deux concepts. Le management ne peut pas se pratiquer de façon universelle. Toute pratique managériale doit faire l'objet d'une adaptation culturelle locale pour qu'elle puisse réussir. L'idée, c'est que la culture, elle va exercer un impact sur le fonctionnement de l'entreprise et le management devrait prendre en considération les spécificités culturelles de chaque, les spécificités culturelles de chaque culture nationale. Donc dans ce chapitre, nous allons voir les différents chapitres, le concept de base, à savoir le concept de culture, le concept d'identité, ce que c'est que l'interculturalité, ce que c'est que le management interculturel. Alors on commence par la définition du premier concept. Donc dans le chapitre 1, nous allons définir ce que c'est que la culture et l'identité. Et nous allons commencer par la définition de la culture. C'est vrai que le terme culture est très galvaudé, il est beaucoup utilisé pour désigner tout et n'importe quoi. Mais la culture, elle a une signification bien précise et bien particulière qu'on va voir à travers les différentes définitions que je vais vous proposer. Alors, si on voit dans la littérature, dans la revue de littérature, on peut recenser plus de 100 définitions de la culture. Mais ici, je vais vous proposer 3 ou 4 définitions qui vont être très suffisantes pour comprendre le concept de culture. On commence par la définition la plus simple, la plus courte. C'est pour ça qu'on l'appelle la conception restrictive de la culture. Cette conception restrictive définit la culture comme un savoir transmis par des institutions et valorisé par un groupe particulier. Donc, savoir transmis par des institutions et valorisé par un groupe particulier. Dans cette définition, il y a 3 mots-clés. Le mot transmission, le mot valorisé et le mot groupe. Alors on commence par le premier mot, c'est le savoir. Le savoir ici peut être remplacé par le mot connaissance. La culture, c'est un contenu, un savoir, des connaissances. Premier mot-clé, transmis. La transmission. Transmis ici, le contraire de inné. La culture n'est pas innée, elle n'est pas dans les gènes, elle n'est pas dans l'ADN, elle est acquise grâce au phénomène de transmission. La transmission se fait dans les deux sens. On me transmet, je reçois, et moi aussi je transmets. Et c'est les autres qui reçoivent, donc c'est les deux sens. Ce qu'il faut retenir par rapport aussi à ce premier mot-clé, s'il vous plaît, c'est que cette transmission n'est pas toujours ou ne se fait pas toujours de façon consciente. La plupart des cas, la transmission du savoir culturel se fait de façon inconsciente. En général, la plupart des éléments culturels qu'on reçoit, on les a reçus de façon inconsciente et celles qu'on transmet, on les transmet de façon inconsciente. Alors, nous avons ici qui transmet, qui joue le rôle de transmission. Ce sont les institutions que vous connaissez, l'institution de la famille, l'école, l'institution religieuse, la mosquée ou l'église, ça dépend de la religion. Les institutions jouent le rôle de transmission. Puisque la culture n'est pas innée, il faut bien que quelqu'un s'occupe de la transmission. Il y a plusieurs institutions et ce qu'il faut retenir, c'est que le rôle ou le poids des institutions, il change d'une période à l'autre, d'une époque à l'autre. Si à une période, l'institution de la famille a joué un rôle très très important dans le phénomène ou dans le processus de la transmission, dans certains cas, la famille peut se trouver en train de perdre ce rôle de transmission au profit d'autres institutions. Le fait qu'on n'est plus dans des familles élargies, on est dans des familles nucléaires, le fait que les enfants, à partir d'un âge très précoce, ils commencent à fréquenter l'école. L'école a peut-être pris le pas sur la famille, ou bien même d'autres institutions comme les médias
Mais certaines de ces institutions, des fois, assurent la transmission de façon voulue, calculée, consciente. Voilà, donc nous avons vu le mot savoir, transmission, les institutions. Deuxième mot-clé que nous avons dans cette définition, c'est la valorisation. Valoriser une culture, lui donner de la valeur, lui donner de l'importance. La valorisation d'une culture a pour conséquence la fierté d'appartenir à cette culture et développer le sentiment d'appartenance. Quand je valorise une culture, ça veut dire que j'ai développé le sentiment d'appartenance vis-à-vis de cette culture et que j'adhère pleinement à cette culture. Je ne peux pas être membre d'une culture si je n'ai pas développé ce sentiment d'appartenance et cette fierté. Et c'est ce sentiment d'appartenance et cette fierté d'appartenir à cette culture qui donne naissance à ce qu'on appelle l'identité culturelle. L'identité culturelle. Alors l'identité culturelle, contrairement à l'identité administrative, elle ne peut pas être prouvée par des éléments matériels. L'identité administrative, elle est prouvée par les papiers d'identité, le passeport et la carte d'identité. L'identité culturelle, elle est subjective, elle est personnelle, elle est intime, elle relève des sentiments et des émotions. On ne peut pas la prouver avec des éléments matériels. Donc l'identité culturelle, elle est liée à ce sentiment d'appartenance, à la fierté. On ne peut pas appartenir à une culture si on n'en est pas fier. Et le dernier mot-clé ici, le groupe. Le groupe, le phénomène de groupe. La culture est toujours un phénomène de groupe. Personne ne peut dire j'ai une culture individuelle que j'ai inventée moi-même, c'est impossible. À partir du moment où elle est transmise, on la partage en moins avec les personnes qui nous les ont transmises et les personnes auxquelles on l'a transmise. Donc c'est pour ça qu'on dit que la culture, elle est à un niveau intermédiaire, elle n'est ni individuelle ni universelle. C'est toujours un phénomène de groupe. Donc dans cette définition restrictive, nous avons vu les trois mots-clés, transmission, valorisation et groupe, et nous allons constater que ces mots-clés se répètent aussi. La deuxième définition qu'on va voir, la définition psycho-anthropologique, qui dit que la culture est un ensemble de systèmes de signification propres à un groupe, significations prépondérantes qui apparaissent comme valeurs et donnent naissance à des règles et à des normes que le groupe conserve et s'efforce de transmettre et par lesquelles il se particularise, se différencie des groupes voisins. C'est un ensemble de significations que tout individu est amené à assimiler, à recréer pour lui tout au long de sa vie. La culture, c'est surtout et d'abord ce qui se fait, ce qui existe comme ayant du sens dans une communauté particulière. C'est ainsi que l'individu qui s'est approprié ces formes, en s'y identifiant, acquiert une identité culturelle. Alors dans cette définition, on va retrouver les mêmes mots-clés. La notion de groupe, c'est un ensemble de significations, c'est le savoir, le phénomène de groupe, significations prépondérantes qui apparaissent comme valeurs et donnent naissance à des règles. La culture, dans chaque culture, il y a des normes et des règles culturelles à respecter. Le phénomène de la transmission, qui dit que la culture n'est pas innée. Et la culture, c'est ce qui permet à des groupes qui, de l'extérieur, peuvent se ressembler, mais dans la culture, on va trouver des éléments qui leur permettent de se distinguer. C'est un ensemble de significations que tout individu est amené à assimiler, à recréer. À partir du moment où on assimile, on recrée, c'est qu'on a développé le sentiment d'appartenance, c'est qu'on a envie que ça continue à recréer tout au long de sa vie. La culture, c'est ce qui se fait, ce qui existe comme ayant du sens dans une communauté particulière. Beaucoup de codes culturels n'ont pas de sens en dehors d'une communauté. Ils ne peuvent être expliqués et ne peuvent être compris que par les membres de cette communauté. C'est ainsi que l'individu qui s'est approprié ces formes, en s'y identifiant, s'identifier, sentiment d'appartenance, s'identifier, acquiert une identité culturelle. Donc l'identité culturelle ici, comme on l'a déjà vu dans la première définition, elle naît de quoi? De la valorisation, du fait de s'identifier et d'appartenir, de développer le sentiment d'appartenance. C'est comme ça qu'on finit par acquérir une identité culturelle qui est contraire à l'identité administrative.
Alors, pour les autres définitions, on va voir la définition d'Edward qui définit la culture sous l'angle de la communication. Donc, il dit que la culture fait le lien entre les hommes et leurs moyens d'interaction. Il dit que la culture est imposée à l'homme, elle est imposée. Est-ce que un être humain peut dire moi je n'adhère à aucune culture? Ce n'est pas possible parce que la culture s'impose à l'être humain. Et selon lui, la culture lie les hommes de manière inconsciente. Selon Edward Hall, toutes les personnes qui adhèrent à la même culture sont liées, même si elles ne se connaissent pas. Elles sont liées par les liens de la culture. Et ce lien, il est fort, même s'il est invisible et inconscient et intangible. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que nous, Marocains, on est fiers quand on apprend qu'un athlète un athlète a gagné un championnat, une compétition, etc., alors qu'on ne le connaît pas vraiment de façon personnelle. On ressent cette fierté. Qu'est-ce qui fait qu'on va ressentir des liens de solidarité envers un Marocain quand on apprend qu'il est victime d'une injustice ou qu'il est, même si on ne le connaît pas en personne. C'est la culture qui crée ce lien entre les différentes personnes qui sont dans la même communauté ou le même groupe culturel. On va conclure avec la définition de Hofstede qui définit la culture comme le logiciel de l'esprit. Le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il se charge de la programmation. Donc l'idée c'est quoi? C'est comme si les êtres humains sont programmés pour agir d'une certaine façon face à une situation, se comporter d'une certaine façon quand ils sont confrontés à une situation donnée. Donc le fait de réagir de la même façon fait que comme si on est programmé à faire la même chose. Et comme c'est un phénomène de groupe, un phénomène collectif, il dit qu'il s'agit d'une programmation collective de l'esprit. On est tous programmés de la même façon, donc c'est une programmation collective puisqu'il s'agit du groupe. Il s'agit de la programmation collective de l'esprit qui distingue les membres d'un groupe ou d'une catégorie de personnes d'une autre catégorie. Alors, après avoir défini le concept de la culture, on va parler de l'interculturalité. Là, nous avons ajouté un préfixe inter qui signifie entre ou interaction. Et l'interculturalité, c'est quoi? C'est l'interaction entre des cultures différentes. C'est l'ensemble des relations et interactions entre des cultures différentes. L'interculturalité implique des échanges réciproques, elle est fondée sur le dialogue, sur le respect mutuel, sur le souci de préserver l'identité culturelle de chacun. Donc quand on parle d'interaction, interaction positive, pas dans le sens de l'interaction négative. Il faut que les échanges soient réciproques, voulus, et non pas imposés pour qu'on puisse parler d'interculturalité. Alors il faut préciser que l'interculturalité est différente du multiculturalisme. L'interculturalité, comme nous venons de le voir, c'est l'interaction entre des cultures différentes. Le multiculturalisme, c'est juste la coexistence de plusieurs cultures. Le multiculturalisme, c'est la cohabitation de différentes cultures, coexistence de plusieurs cultures dans une même société. Une société multiculturelle n'est pas forcément une société interculturelle. Il faut qu'il y ait l'interaction positive entre ces différentes cultures pour qu'on puisse parler d'interculturalité. Donc le simple regroupement de personnes de nationalités différentes ou de cultures différentes dans un même endroit ne suffit pas pour parler d'interculturalité. Il faut obligatoirement qu'il y ait cette interaction positive entre ces différentes cultures. Sinon, ça va rester juste du multiculturalisme. L'interculturalité, c'est un principe d'ouverture, de l'ouverture d'esprit. Et on dit que c'est une tentative de renoncement à l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est le fait de penser ou de croire que le groupe culturel auquel j'appartiens est supérieur et meilleur que les autres.
Donc l'ethnocentrisme, c'est le comportement social, l'attitude inconsciemment motivée qui conduisent à privilégier et à surestimer le groupe racial, géographique ou national auquel on appartient, aboutissant parfois à des préjugés en ce qui concerne les autres peuples. Ici, en ce qui concerne les autres cultures. Donc je ne peux pas être dans l'interculturalité et être dans l'ethnocentrisme. C'est impossible parce que l'interculturel nous fait défaire de l'ethnocentrisme, puisqu'on doit reconnaître que toutes les cultures sont égales et qu'on doit respecter la culture des autres. Les relations interculturelles vont faire émerger des phénomènes d'acculturation. Alors c'est quoi l'acculturation? C'est le fait qu'une culture évolue au contact des autres cultures. C'est un phénomène tout à fait normal et tout à fait sain. Donc l'acculturation, c'est l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et direct entre des groupes d'individus de cultures différentes qui entraînent des modifications dans les modèles culturels initiaux de l'un ou des deux groupes. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et il ne faut pas confondre l'acculturation et la déculturation. La déculturation, par contre, c'est la perte de sa culture. C'est perdre, ce n'est pas changer, mais c'est vraiment perdre la culture. C'est perdre de façon volontaire ou involontaire sa culture. Donc nous avons dit qu'un simple regroupement de personnes originaires de différentes cultures ne suffit pas pour créer des apprentissages interculturels. Certains spécialistes de l'interculturel, si vous voulez consulter leurs écrits. Alors, maintenant, on va passer à la définition du management interculturel. Donc, le management interculturel étudie des situations où les protagonistes appartiennent à des cultures différentes, observe les obstacles à l'établissement d'une coopération efficace et suggère des voies pour améliorer la performance continue. De façon plus simple, on peut définir le management interculturel comme l'ensemble des stratégies ou modes de gestion des hommes ou des marchés qui prennent en compte les cultures nationales, les interlocuteurs, les clients, le personnel, les partenaires, les pouvoirs publics, l'opinion publique, etc. Donc de façon simplifiée, le management interculturel, c'est le fait de pratiquer le management en prenant en considération les cultures nationales de tous les acteurs internes et externes de l'entreprise. Qu'est-ce qui a fait naître cette discipline? C'est tout ce qui est lié à l'internationalisation des entreprises. C'est ce qui a fait naître le management interculturel. Donc, le fait de se trouver dans l'obligation de négocier des contrats commerciaux, le fait de devoir recruter de l'étranger ou d'envoyer des employés à l'étranger, le fait de devoir gérer des équipes multiculturelles, des équipes qui se composent de personnes de cultures différentes, c'est ce qui a fait naître le management interculturel. Et là, on va conclure avec une bibliographie indicative. Tous ces livres sont conseillés si vous voulez creuser plus dans la matière. Je vous remercie pour votre attention.